Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture, hein, quand même. Il faut bien parler un petit peu de lecture quand même, surtout que j'en ai pas mal à vous présenter. Donc j'espère que cette vidéo vous trouvera en forme, avec plein d'envie de lecture. Moi je suis toujours, mais je pense que dans les prochaines vidéos vous allez me voir toujours avec le même livre parce qu'il fait quand même 740 en plus de 700, près de 760 pages. Toujours dans un royaume de chair et de feu de Jennifer Erlamantrou, qui est la suite de. Je crois que j'ai eu une petite pliure. La suite de Le sang et la cendre. J'avoue que j'avance bien. Alors, c'est vrai que ça fait peur parce que le premier était très long aussi. Enfin, il était une pavasse aussi, mais je pense qu'il était dans les 550 pages. J'ai l'impression que celui-ci est le plus gros. Il y a peut-être un petit peu plus de. Mais ça se lit très bien. Ça se lit très bien, ça se lit facilement. Par contre, par rapport au premier, il y a peut-être plus de longueur, parce que dans le premier, alors on dit souvent que les tomes un sont introductifs, mais là, le tome un, on découvrait l'héroïne Poppy, qui était appelée la Pucelle. C'est une élue, elle est censée aider à vaincre les monstres du royaume. Donc, elle vit un peu sous cloche, hein. Il n'y a que deux personnes enfin trois personnes, non, un petit peu plus que ça, qui l'approchent. Il y a sa dame de compagnie, son garde du corps personnel, le chef des gardes du corps. Ensuite, elle est chez un duc et une duchesse, voilà. Donc c'est les seules personnes qu'elle peut voir. Elle n'a pas le droit, par exemple, si elle va dehors prendre un thé, les rares fois où elle a le droit d'aller dehors, faut que les autres personnes s'en aillent. Les autres dames de compagnie s'en aillent, quoi. Enfin, les autres dames qui sont là s'en aillent. Donc elle vit vraiment sous cloche et en fait on se rend compte que elle n'est pas si sous cloche que ça, qu'elle a quand même un bon vent de révolte. Moi sur le coup je me suis dit on va tomber sur une héroïne un peu, peut-être un peu cucul à praline quoi, et pas du tout. Voilà, il y a des personnes qui l'aident, elle fait des visites nocturnes. D'ailleurs, elle va rencontrer lors d'une de ces visites notre futur superbe et bel héros Hawk. Donc voilà. Donc voilà, j'ai bien aimé ce côté de l'héroïne qui est quand même assez. Je me laisse pas faire. Et il y a pas mal de révélations sur la fin, même si j'avais un petit doute sur la révélation, au moins une des révélations finales. Mais là, il y a des choses, je me demande comment ça va tourner. Donc, mais là, ça tourne un petit peu en rond, quoi. C'est voilà. Bon, mais après, ça se lit bien, c'est très agréable. Donc, il y a 3 volumes, donc voilà. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous lisez en ce moment, hein, comme d'habitude, hein. On fait comme d'habitude. Sinon, je vais commencer à vous parler des livres. Alors, je vais vous parler de ceux que je dois rendre à la médiathèque, parce que voilà, faut quand même que je les rende à un moment ou à un autre. Je vais commencer par celui que j'ai le moins aimé, pour lequel je n'ai pas du tout accroché. C'est, hop, j'arrive même pas à l'attraper, Le Livre du désert de Théo Clare aux éditions Presse de la Cité. Alors, Théo Clare, c'est l'autre nom de Mo Heder, qui était une autrice qui nous a quittés il y a quelques années. Elle n'était pas très vieille, je pense qu'elle avait peut-être une quarantaine, cinquantaine d'années, je ne sais plus ce qu'elle avait comme maladie. Elle était connue pour avoir fait une série de romans policiers avec le même un personnage récurrent. Là, alors, ça m'a fait rire parce qu'en fait, quand j'ai pris la photo, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais il y a un vrai lézard sur. Mais non, mais c'est vrai que même comme ça, on a l'impression qu'il y a un lézard posé sur le. Je vous préviens, moi, je ne touche pas ces bêtes-là de toute façon, donc je ne pourrais pas. J'aime bien les regarder, ah, c'est mignon un lézard, mais voilà, c'est bon. Voilà, donc le livre du désert, j'ai pas accroché. En plus, alors, il fait plus de 500 pages et c'est une partie 1. Pardon, partie 1. Il est sorti en poche, je l'ai vu en poche chez Cultura. Clairement, je suis même pas sûre de lire le tome 2 parce que j'en avais vraiment ras-le-bol. Là, on va suivre en fait des gens, ils sont 13, on ne sait pas pourquoi, ils sont dans un désert. Alors, un désert qui pourrait ressembler un peu à quelque chose de post-apocalyptique, puisqu'il y a des. On reconnaît par exemple des immeubles qui appartiennent à Dubaï, voilà. Donc, on a l'impression d'être dans du post-apo, et on suit ces personnes. On apprend à connaître chaque personnage, un petit peu ses particularités, sa personnalité, son rôle au sein de la famille, comme ils s'appellent, parce qu'au départ, ils ne se connaissent pas, ils ne sont pas du tout de la même famille, hein, aucun lien de sang. On se rend compte que la nuit, apparemment, ils se barricadent dans leur refuge parce qu'il y a des espèces. Alors, ils appellent pas ça des djinns, mais c'est un nom qui ressemble à djinn, mais des créatures apparemment féroces. D'ailleurs, on sait que l'un d'entre eux est décédé, on sait pas trop comment, bon, on l'apprendra après.
Donc c'est plutôt sur le papier, c'est plutôt, alléchant. Dans le même temps, on va suivre une jeune fille, est-ce qu'on a son nom? Bon, ils ont pas noté son nom sur le résumé, puis moi, comme je ne retiens pas les noms, c'est ça qui est bien. Donc à notre époque, une jeune ado, son nom doit pas être loin là, mais hem, c'est Mackenzie? Ce serait Mackenzie son nom? Mackenzie? Je me souviens plus que c'était Mackenzie. Bon bref, cette jeune fille, donc elle vit aux États-Unis avec, ses parents et ses 2 frères, bon, on voit qu'elle a quelques soucis pour se sociabiliser avec les autres, mais elle travaille sur un projet, scientifique. Bon, comme aux États-Unis, vous avez certainement vu ça dans les films ou les séries, ils travaillent sur des projets scientifiques qui le présentent. Elle, elle espère avoir une bourse avec ce projet, scientifique pour aller dans une école assez prestigieuse. Donc elle a fait tout un système avec des fourmis, alors on se dit que c'est le rapport, à un moment, moi, je me suis dit: «Mais est-ce que les humains, ce seraient pas les fourmis qu'elle a dans dans ses terrariums?» Enfin, j'ai échafaudé plein de théories. Et elle aperçoit un lézard. Bon, bah, un soir, donc elle fait un bond de 15 mètres parce que, bon, elle aime pas trop ces petites bêtes-là, ou seulement de loin. Ses parents arrivent, ils voient pas le lézard. Bon, bah, OK, tu as vu un lézard, bon, et puis en même temps, ses parents sa mère dit, à son père, et elle l'entend, l'héroïne, elle dit, mais sa mère dit à son père: «Mais j'espère que ça va pas recommencer». Alors elle se demande quoi, parce qu'elle se rappelle pas avoir eu des visions de lézard avant, et ça lui arrive plusieurs fois de voir ce lézard, jusqu'à un point où ça va vraiment, poser gros, gros, gros problème, et dans le même temps, on continue à suivre, nos personnages dans le désert, et au bout d'un moment, on va comprendre enfin, on va comprendre. Il va y avoir une jonction entre, effectivement, cette jeune héroïne qui va entre-temps rencontrer, aussi un jeune homme enfin plus âgé, qui lui aussi a des visions de ce fameux lézard, et les personnages du désert. Ouais, OK, mais pourquoi? Alors vous pouvez me dire, ça pourrait relancer l'histoire, le pourquoi justement, pourquoi ça? Pourquoi c'est fait comme ça? Bah, ouais, je vous dirais que ça m'a même pas, ah ouais, ouais, OK, ouais, d'accord, ça, voilà, ça m'a pas fait plus d'effet que ça. Je me suis franchement les passages avec l'ado sont ça va, c'est intéressant, mais les passages dans le désert, je les ai trouvés d'une longueur. J'ai trouvé long, détaillé. Alors pourtant j'aime bien le style post-apo, hein, mais alors là, mais j'ai trouvé ça mais super long. Ça m'a vraiment, j'ai pas accroché du tout. Alors je pense que, j'ai vu que des gens avaient aimé, hein. Je pense peut-être que Moeder a aussi une écriture qui peut, je pense qu'il peut, diviser ou ne pas laisser insensible. J'avais lu le premier tome de sa série avec son personnage récurrent. Ouais, j'avais bien aimé, mais sans plus, quoi. Alors que j'étais à fond, policier et thriller et compagnie à cette époque-là, et j'en avais lu qu'un. Par contre, le tout premier que j'ai lu d'elle, qui est hors, sa série, avec son personnage récurrent, c'est Tokyo, et celui-là, pour moi, c'est une merveille, ce livre. Alors il est noir, hein, c'est 200 noir, hein, on est dans du suspense, mais c'est pas un roman policier. C'est qu'est-ce que c'est sombre, qu'est-ce que c'est, et il y a un personnage dedans, on la voit d'ailleurs sur la couverture, je sais pas s'ils ont gardé la même couverture parce que ça remonte quand même. On a une chinoise, mais alors elle est décrite comme très grande, mais surtout comme un personnage, impitoyable, voilà, avec un physique particulier. Purée, elle m'a foutu les boules. En fait, on va suivre une jeune fille qui se rend en Chine, elle cherche quelque chose. Elle rencontre un vieil homme. On va comprendre pourquoi elle veut rencontrer ce vieil homme, qu'est-ce qu'elle cherche auprès de lui, ce qu'elle a vécu, son passé, et on comprend à la toute fin, et c'est bon, pareil, à pas à mettre entre toutes les mains parce que c'est waouh, c'est violent. Ça a rapport aussi avec la Seconde Guerre mondiale, donc bon, bah, les Japonais, on parle des nazis, mais je veux dire que les Japonais, ils étaient pas en reste. Alors ils ont pas mis en place des camps de concentration, tout ça, mais ils n'étaient pas en reste non plus, voilà, au niveau du, sans pitié, vis-à-vis des Chinois.
Voilà, c'est ce livre, mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé, qui n'ont pas accroché. Mais pour moi, ça a été une claque ce roman et je l'ai lu il y a des années, je m'en souviens encore. Donc je vous conseillerais plutôt de lire Tokyo, mais en même temps, je vous dis, je pense qu'elle a une plume qui peut diviser, qui laisse pas insensible, mais voilà. Après, si vous voulez essayer l'entre-deux, essayez plutôt sa série, avec le personnage récurrent. Donc là, clairement, on est dans du fantastique, hein, mais je sais pas où ça va nous mener. Je sais pas. Je sais pas et je me dis si le deuxième il fait autant de tomes, autant de pages, bah, je vous avoue que voilà, c'est pas trop mon ça va pas trop être mon kiff, je pense. J'ai commencé aussi, c'est pareil, je l'ai emprunté en médiathèque, le premier j'ai enfin lu Camilla Grebe, donc c'est Un cri sous la glace, c'est aux éditions Calmant Lévy. C'est le premier d'une trilogie où je pense on retrouve les 2 mêmes personnages. Heu, Peter et Anne, ouais, voilà, c'est ça, qui est policier, elle est profileuse, mais enfin, elle cache un lourd secret. Alors le truc, c'est que, c'est du polar nordique, ça se passe en Suède, je sais jamais si c'est en Suède ou en Norvège. Ceci dit, la plupart du temps, c'est en Suède, donc vous avez bonne chance que ça tombe en Suède. J'ai bien aimé, mais j'avoue qu'en ce moment, je suis tellement dans mon mood, SFFF, enfin science-fiction, fantasy, fantastique, que, beh, j'apprécie beaucoup moins mes lectures, policières. Donc je pense que je l'aurais lu il y a quelque temps, j'aurais, surkiffé. Là, j'ai bien aimé, hein, je vous le conseillerais même en polar nordique. Franchement, il est très bien. Il y a rien à lui reprocher. Je pense que c'est moi qui suis dans un mood moins voilà, moins roman, policier, roman nordique. Pourtant Dieu seul sait si j'aimais ça, mais bon voilà. Là, en fait, on va suivre une jeune, enfin, en fait, ils vont trouver, 2 cadavres, dans une maison, brûlée. Les policiers, donc ils vont enquêter. Peter, qui est un jeune policier qui est un peu paumé dans sa vie. Enfin, jeune policier, non, il a une quarantaine d'années, il est pas si jeune que ça. Il a un enfant, enfin, il est séparé de sa compagne, mais il s'occupe pas du tout de son fils. Et il va devoir refaire équipe donc avec cette profileuse, Anne, avec qui il a eu une liaison il y a des années de ça, qui est mariée et qui cache un secret assez lourd. Je sais pas ce que ça va donner d'ailleurs pour la suite, pour les 2 autres tomes. Voilà, donc l'ambiance y est, hein, c'est noir, c'est sombre, il y a pas énormément d'action, quoi. C'est pas vraiment un thriller, il y a du suspense. J'avais deviné un petit peu la f j'avoue que j'avais quelques doutes et j'avais un peu deviné la fin. Bon, après, je l'ai pas deviné dès le début, hein, c'était vers la fin déjà, donc je serais peut-être pas la seule à deviner, mais je commençais à avoir des gros, gros doutes. En plus, le truc, c'est de savoir qui sont les corps, enfin, en premier non, parce que le premier on sait que c'est le corps d'un industriel, assez connu, assez médiatisé, mais c'est le corps féminin, à qui appartient-il? Et on suit, on a des flashbacks, voilà, en plus c'est ça, moi j'aime bien en plus quand il y a un jeu passé-présent, dans les polars nordiques, c'est ce que j'adore. Sauf le côté, le passé est plus proche du présent que d'habitude, c'est moins éloigné, c'est pas des années en arrière, c'est quelques mois, quelques semaines, voilà, jusqu'au dénouement final. Voilà, donc franchement, si vous aimez les polars nordiques, allez-y, sans problème. C'est bon, je lirai les 2 autres quand même, ça c'est sûr, mais peut-être pas tout de suite, je sais pas trop. Voilà, voilà, je suis moins dans le mood, c'est voilà, c'est comme ça, mais bon, je pense qu'en faisant ma chronique, clairement, je vais pas dire que j'ai pas aimé, quoi, parce que c'est pas vrai. Mais voilà, c'est une période comme ça. Mais voilà, si je vous le conseille en polar nordique, si vous aimez. Alors, la couverture, on m'a dit qu'elle était très flippante, hein. C'est vrai qu'on a ce personnage qui n'a pas d'œil, ça fait un peu, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Le troisième que j'ai lu, que je dois rendre aussi, après, pour le coup, celui-là, j'ai beaucoup aimé, même si c'est un roman jeunesse, mais on retourne dans la mythologie grecque, c'est Moi, Polyphème Cyclope. C'est de Sylvie Bossier, c'est dans la collection Scrinéo Mythologie. Alors j'ai beaucoup aimé, j'ai d'autres livres de cette collection. Ils ont fait toute une petite collection comme ça de livres. Alors il y a ceux de Flora Boukri de l'autre côté du mythe, mais qui sont un petit peu plus adultes. Et là, il y a ceux-là, plus je dirais, vu la taille du livre, oh, je pense qu'à partir de 7 ans, un enfant peut le lire. Enfin, à part, il y a peut-être une petite scène dans Polyphème qui est un peu dure. Méduse, je ne l'ai pas encore lu. Il y a une sirène aussi, un livre sur une sirène qui doit sortir.
je sais plus comment elle s'appelle, Ligia Sirène, et moi le Minotaure. Donc ce qui est sympa, c'est qu'encore une fois, on a le point de vue des personnages, des méchants de l'histoire en fait, hein. Donc c'est intéressant de voir leur point de vue. C'est bien écrit, c'est marqué à partir de 10 ans. Bon, là c'est dommage, je vais devoir le rendre, sinon je l'aurais bien lu avec mes enfants. Ils vont avoir 9 ans, hein. J'aurais bien lu avec eux, mais je vais pas avoir le temps. Puis à la fin, en plus, il y a un rappel sur la mythologie grecque qui raconte, parce que là on va parler d'Ulysse, hein, c'est en rapport avec l'histoire de l'Odyssée d'Ulysse. Il y a même un petit quiz pour voir si on a bien compris le livre et tout. Donc, alors c'est peut-être parce qu'il y a une scène un peu dure à un moment que c'est à partir de 10 ans. Donc c'est vraiment, enfin moi j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu en une soirée, hein, mais c'est vraiment, c'est petite lecture plaisir et voilà, j'aime bien, vous voyez, les personnages et tout, j'aime bien. Alors pour Polyphème, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne se souviennent plus trop, Ulysse a réussi à vaincre la ville de Troie, hein, avec ses alliés grecs. C'est lui notamment qui a inventé le cheval de Troie. Pour la petite histoire, en fait, les Grecs ont fait croire aux Troyens qu'ils se barraient parce que ça faisait des années qu'ils faisaient le siège de Troie et qu'il n'y avait rien qui fonctionnait. Achille était le super-héros grec, le héros grec. Je te dis, il était quand même très fort parce qu'il était à demi, c'était un demi-dieu. Mais non, c'était pas un demi-dieu, je dis une bêtise. Où il avait été béni par, si sa mère était peut-être une titane. Je sais plus. J'ai oublié plein de trucs, moi, sur la mythologie grecque. J'étais passionnée par ça quand j'étais pré-ado, puis bon, il y a plein de choses que j'ai oubliées. Donc, les Grecs ont laissé un superbe cheval en bois, idée de Ulysse, comme cadeau aux Troyens, pour dire, ben voilà, vous avez gagné, on vous laisse. Donc les Troyens, tout contents, font rentrer l'immense cheval de bois, ils font la fête, donc ils boivent, ils sont pas du tout, voilà, en alerte, et bien sûr tous comment enfin pas tous, mais les Grecs sont en fait cachés d'où l'expression le cheval de Troie, sont cachés dans le cheval de Troie et finissent par faire tomber Troie. Donc Ulysse retourne vers son île d'Ithaque, hein, parce qu'il est roi d'Ithaque. Pendant ce temps, sa femme Pénélope est en train de tisser, puisque comme Ulysse, je crois qu'elle a duré ça a duré plus de 10 ans, le siège de la ville de Troie. Évidemment, là-bas, il y a plein de prétendants qui veulent lui piquer sa place. Donc Pénélope a dit, ok, je prendrai un époux quand j'aurai fini de tisser ma toile. Donc en fait, l'histoire, c'est que tous les jours, elle tisse sa toile et tous les soirs, elle la défait pour la refaire. Voilà. Donc cette pauvre Pénélope, elle est en train de se faire suer. J'ai acheté un livre d'ailleurs, il y a un livre qui est sorti. Il y en a deux qui sont. Enfin, il y en a un de Margaret Atwood et un autre. J'ai acheté l'autre, mais il faudrait aussi que je vois celui de Margaret Atwood, qui raconte l'histoire de Pénélope, parce que c'est pareil, c'est des histoires. Voilà, c'est les épouses, c'est les méchants qu'on laisse un peu de côté, qu'on n'ait pas leur histoire. Elle a résisté aussi, quoi, Pénélope, voilà, en gardant le trône d'Ulysse intact. Donc Ulysse repart tranquillement avec tout son équipage vers Ithaque. Bon, comme vous le savez, ça va pas super bien se passer. Il va mettre des années à retourner chez lui. Il va faire des rencontres. Il va tromper allègrement sa femme aussi. Voilà. Mais là, on arrive donc chez Polyphème. Alors Polyphème, il vit sur une île, donc c'est ce qu'on appelle un cyclope, c'est-à-dire qu'il a qu'un seul œil au milieu du front, je ne sais pas si vous le voyez. Il vit avec ses deux frères, je crois, sur l'île. Donc il faut savoir que les cyclopes sont les fils de Poséidon. Ouais, de Poséidon. D'ailleurs, j'aime bien parce que là-dedans, il fait mention, on n'en parle jamais. Poséidon, c'est roi des mers et des océans dans la mythologie grecque. On parle jamais de la femme de Poséidon qui est Amphitrite, et là-dedans ils en parlent un petit peu, donc c'est bien. Et voilà, donc ce sont les fils de Poséidon. Ulysse arrive. Donc en fait, Polyphème, voilà, c'est un géant, voilà, il a l'air d'un ogre, il a qu'un seul œil, mais en fait, il est un petit peu simple d'esprit, hein. Ses frères se moquent un petit peu de lui, tout ça. Mais voilà, c'est le bon gars, hein, en fait. Il est tranquille, lui, tout ce qu'il veut, c'est élever ses moutons sur son île peinard, voilà. Manger à sa faim, boire voilà, quand il a soif.
s'occuper de ses moutons, voir ses frères et c'est tout, il demande rien de plus. Et là-dessus, voilà comment ça nous est présenté un peu. Là-dessus débarque, excusez-moi, ce couillon d'Ulysse avec tout son équipage et qui va, voilà, qui va le faire, suer quoi, en fait. Et c'est vrai que alors dans l'histoire originale, on se dit: «Bah ouais, mais c'est un monstre quoi, c'est un cyclope, il est horrible», si vous avez lu ou vu les Percy Jackson, d'ailleurs, il y a un cyclope dans le volume 2 qui est représenté de façon très sympathique aussi, qui n'est pas aimé non plus parce qu'il a une drôle d'allure, sauf qu'il est de taille normale. Mais c'est sympa aussi parce que c'est une autre image du cyclope. Donc voilà, donc Ulysse et ses camarades n'apparaissent pas comme des personnages très sympathiques parce qu'ils arrivent chez Polyphème et ils débarquent sans prévenir, sans demander l'hospitalité. Ils lui volent, sa nourriture, ses boissons parce que, bah, oui, ils ont faim et soif, OK. Mais peut-être que Polyphème les aurait accueillis, avec amitié, avec hospitalité. En plus, l'hospitalité chez les Grecs, apparemment, c'est très important, dans l'Antiquité. Donc voilà, donc il arrive, il se moque de lui. En plus, il y a cette histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, mais quand, Polyphème essaie de parler à Ulysse, Ulysse lui dit, si, enfin il demande à il sait pas que c'est Ulysse, hein, mais il demande, comment il s'appelle, que cet homme qui l'embête et il dit: «Mon nom est» ça fait con de dire ça parce que ça me fait penser au film avec Terence Hill. Pour ceux les plus jeunes ne connaîtront peut-être pas, mais voilà. Et mon nom est personne. Voilà. Donc c'est un titre de film avec Terence Hill, c'était ce qu'on appelait un western spaghetti assez, plein d'humour. Voilà, donc évidemment, quand Polyphème se fait attaquer par Ulysse, ses frères viennent voir: «Bah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a attaqué?» «Bah, personne». Lui, il répond: «Personne». Donc il passe vraiment pour un imbécile. Voilà, donc mais ça, c'est toute la ruse. Ulysse est vu comme un personnage très rusé, hein, donc c'est quand même lui qui a inventé aussi le cheval de Troie. Donc voilà, donc et bon, puis ils font une chose horrible à Polyphème, je vais pas le dire ici, je vais pas tout vous dire, mais voilà et c'est vrai que, bah, Ulysse, il en ressort pas grandi parce que mais attends, mais Polyphème, il t'a rien demandé quoi, tu peux pas le laisser puis voilà, les règles d'hospitalité étant ce qu'elles étaient à l'époque, je suis sûre qu'il l'aurait accueilli, avec beaucoup de largesse, en lui offrant des choses, j'en suis sûre, c'est pas enfin bon, évidemment quand vous lisez l'histoire d'Ulysse, les cyclopes sont représentés plutôt comme des monstres dévoreurs, d'humains et compagnie, mais bon. Mais c'était vraiment sympa d'avoir cet autre point de vue. Les autres aussi sont écrits par, Sylvie, Bossier. Sylvie Bossier, moi ça me dit quelque chose quand je travaillais, avant près dans une médiathèque près d'Arras. On avait d'autres livres d'elle, elle écrit beaucoup pour la jeunesse, donc voilà, je veux dire, elle en est pas à son coup d'essai, donc ça se sent aussi dans l'écriture, quoi. C'est vraiment adapté aux enfants et c'est vraiment agréable à lire pour les adultes. Donc là, moi, j'ai Méduse qui je vais voir si je peux pas toper aussi, si la médiathèque départementale n'aurait pas aussi, moi Ligia, Sirène et moi le Minotaure, parce que franchement, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Donc oui, puis évidemment, j'avais oublié d'ailleurs, j'ai complètement oublié pourquoi, Ulysse, se retrouvait, à errer sur les mers pendant des années. Je savais quel dieu l'avait puni, mais je me souvenais plus pourquoi. On a l'explication, voilà, ici. Donc c'est bien aussi de se remettre des choses en mémoire, parce que je me rends compte que j'ai oublié plein de choses aussi sur, voilà. Donc si vous voulez vous faire une petite soirée détente, je vous le conseille. Si vous avez des enfants, je vous le conseille aussi. C'est vraiment, ouais, juste une petite scène. Alors, on la voit pas, mais on sait ce qui est fait. Après, vous pouvez aller voir vite fait, Polyphème, mythologie grecque, ils vont vous expliquer ce qui lui arrive, mais voilà. Mais voilà, c'est sympa. Après, Méduse, c'est pareil. Méduse, ce qui lui arrive, c'est pas top non plus. Elle a pas une fin non plus extraordinaire, mais bon. Mais voilà, j'aime beaucoup vraiment ces réécritures de mythologie grecque et d'un autre point de vue. J'avais beaucoup aimé aussi Flora Boukri, j'avais lu Pantasilée, qui est sur une Amazon, et Ariadné, qui est Ariane, hein, donc je trouvais ça vraiment sympa là, d'avoir un autre point de vue. Je vais prendre mon petit carnet. Ah, bien sûr, j'ai pas pris mon crayon avec, pour vous parler des livres que j'ai lus. Alors, le problème, c'est que mon mari a embarqué la liseuse. Parce que d'habitude, quand c'est en numérique, je vous montre la couverture sur la liseuse, parce que sur la liseuse, sur la tablette, parce que sur ma liseuse, c'est en noir et blanc, c'est pas tip top. Le premier que j'ai lu, c'est Armanoun, le temps des origines de Lise Barrault. Et c'est dommage parce que la couverture est superbe. Elle a été faite par un autre auteur d'Heroic Fantasy, elle est vraiment superbe. Donc Armanoun, le début m'a vraiment, j'ai surkiffé le début. J'ai adoré. On voit plusieurs personnages, il leur arrive des choses un petit peu bizarres. Euh,
Et en fait, on se rend compte, en fait, ce qui leur arrive, c'est qu'ils développent des pouvoirs et apparemment dans ce royaume, développer des pouvoirs, bah, c'est un peu comme les sorcières au temps du Moyen Âge, même si elles n'avaient aucun pouvoir, mais voilà quoi, c'est pas bon du tout, c'est voilà, vous êtes, condamnés quoi à être, tués. Donc il y a, un régent qui est en place et un jeune homme est appelé à régner dès qu'il sera majeur pour régner. C'est son oncle qui pour l'instant, s'occupe, du trône. Ce jeune homme a une sœur jumelle et puis, donc on voit plusieurs personnages, et puis d'un seul coup, on voit donc la sœur jumelle, alors évidemment j'ai oublié les prénoms, hein, ça loupe pas, qui va voir son frère, elle, parce qu'il y a ouais, il y a une division entre les, j'ai lu au mois d'août, alors c'est horrible quand, c'est le problème aussi des points lecture quand vous tardez à les faire, après c'est un peu compliqué. En fait, leur monde est divisé en 2 catégories, c'est-à-dire il y a ceux qui sont reconnus comme des humains avec un grand H et les autres, alors ils sont humains comme vous et moi, hein, on a les mêmes, voilà quoi, hein, on est pareil, sauf qu'ils sont considérés comme faisant partie de la basse caste, comme des sous-humains et en dessous, il y a encore ceux qui ont des pouvoirs. Alors eux, c'est la cata, c'est la sous-catégorie humaine, hein. C'est même pas des humains, de toute façon, ils sont considérés comme des monstres. Voilà, donc vous avez un peu ce monde divisé en 2. Évidemment, ceux qui sont considérés comme des vrais humains sont reconnus par les dieux, ils sont reconnus comme devant être respectés. Ils ont tout un système religieux avec des prêtres, alors il faut respecter les prêtres, il faut toujours, accueillir, les prêtres, les respecter, leur offrir le gîte, le couvert, tout ce qu'ils veulent. Enfin voilà, on voit ça au fur et à mesure des chapitres. Et donc, on va suivre ces différents personnages qui, effectivement, développent des pouvoirs, donc c'est pas forcément tip top pour eux. Au départ, ce sont des humains, lambda et ben oui, là, vous développez des pouvoirs, vous êtes mal barrés, vous avez intérêt à courir, à partir très vite parce que, voilà, sinon vous allez être reconnus comme monstres. Donc ça finit dans des geôles, ça finit, dans la torture, ça finit par la mort, évidemment. Et le frère, enfin le jumeau qui est appelé, à devenir roi, est plutôt sympathique au départ, s'entend très bien avec sa sœur et tout, qui elle voudrait que les 2 castes en fait, se rapprochent. Elle ne les considère pas comme des sous-humains et ceux qui ont des pouvoirs magiques elle ne les enfin, elle s'est pas trop posé la question, mais elle les considère pas non plus forcément comme des sous-humains et d'un seul coup, on voit son frère changer. Alors en fait, moi, j'ai fait des retours en arrière parce qu'en fait, il faut reprendre les personnages. Parce qu'au départ, c'est ça, vous avez la présentation de plusieurs personnages et on comprend après, enfin, tout le complot qui a été mis en place, tout ce qui a été, voilà, tout ce qui a été mis en place. Et en fait, la sœur jumelle va être victime d'un attentat. On va vite savoir qui l'a, enfin, on devine qui l'a mis en place. Elle va rencontrer un jeune homme et elle va décider, enfin, un peu malgré elle, elle va se retrouver à la tête de tous ceux qui sont considérés comme, voilà, comme des sous-humains et ceux qui sont considérés comme des monstres. Donc on va avoir un monde qui va se développer, voilà, avec une guerre, avec des complots, avec beaucoup de magie aussi, alors des magies très différentes, parce que c'est super intéressant, avec, des rapprochements, une petite romance, un début de romance, mais aussi des amitiés, des inimitiés. Voilà, avec une résolution à la fin du roman. Alors je sais pas si c'est pas marqué tome 1, mais c'est marqué le temps des origines. Parce que Armanum, c'est un lieu en fait, il y a plusieurs, lieux. C'est un lieu, on comprend l'importance d'Armanum, à la fin. Même si à un moment, je suis un personnage un petit peu lunaire qui a l'air un peu comme ça, toujours la tête, oui, oui, la tête dans les nuages, mais qui a des visions. Voilà, c'est super en fait sympa de suivre tous ces personnages. Alors après, on comprend le pourquoi et quel rôle chacun va jouer. Et vraiment, c'était super prenant et voilà, et puis donc il y a bien une conclusion. Mais je me dis, il y a de quoi développer, alors soit fait il peut y avoir une continuité, soit, là, c'est le temps des origines, peut-être qu'il y aura, ça se passera plusieurs années après, j'en sais rien. Parce que Lise Barrault a aussi écrit, une autre, série et
Je sais plus à quel tome, on en est. Tome 2, tome 3, je ne sais plus, donc elle a cette série-là aussi à finir, donc voilà. Mais là, elle est partie sur autre chose et là, je crois qu'elle a sorti aussi un roman, pour la jeunesse, donc du coup, elle est sur d'autres projets. Ensuite, j'ai lu, alors c'est Roxy Chronique sur Bookstagram qui a lancé cette lecture commune que j'ai trouvé. Je me suis dit, ah, je vais y participer parce que depuis le temps qu'ils sont dans ma. Je veux dire, je ne les ai même pas présentés, je les ai rangés. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Je les ai dans ma palle depuis l'année dernière. C'est un palais d'épines et de roses, donc, plus connu sous le nom d'Acotar de Sarah Gimas aux éditions de La Martinière. Je l'ai enfin sorti. Donc en fait, on doit lire un tome tous les mois. Donc la première semaine. Donc là, c'était début septembre. Là, je me dis, aïe, j'ai commencé un royaume de chair et de feu qui fait 760 pages et on arrive bientôt en octobre. Enfin, vous aurez la vidéo en octobre, mais moi, j'y suis pas encore. Je me dis, ah, j'ai des SP, j'avais oublié il y avait cette lecture commune-là. Mais je suis contente de me mettre enfin lancée, parce que sinon, je crois que je l'aurais jamais fait. Donc, voilà, un palais d'épines et de roses. Alors, pour être franche, j'ai pas été super, parce qu'on en parle beaucoup de cette série. J'ai pas été super hypée par le. J'ai beaucoup aimé. Enfin, c'est bizarre. Ça me fait un peu le même effet que Le sang et la cendre, justement, de Jennifer et Armentrout, c'est-à-dire que. Ou que Crescent City, c'est-à-dire que. Ouais, j'aime bien ma lecture, ça se lit super bien, c'est prenant, c'est bien trouvé, les créatures, tout ça. Et au bout d'un moment, je me dis, ouais, c'est bien, mais je comprends pas la hype. Alors après, je sais que apparemment les autres tomes sont encore meilleurs. Voilà, ça dépend aussi des tomes. Mais je pense que ce qui fait la hype, c'est l'ensemble de la saga. Mais tout compte fait, je me rends compte que comme Crescent City de Sarah J. Maas aussi, comme Le sang et la cendre, c'est des lectures qui me restent bien en mémoire, qui m'ont marqué quand même. Donc je me dis, en fait, tu as aimé plus que ce que tu te rends compte. Il y a des livres comme ça, vous avez l'impression que, ouais, voilà, et puis non. Alors du coup, je vous raconte pas l'histoire. En fait, on est dans un pays de fantaisie. Alors, le premier tome prend clairement ses influences dans le conte La Belle et la Bête. Sinon, on n'en sort pas de La Belle et la Bête en ce moment. Il faudrait vraiment que je lise l'histoire d'origine. Un de ces quatre, la vraie. Peter Pan aussi, il faudrait que je lise la vraie histoire. Pour vous dire, Peter Pan, je l'avais un moment, mais j'ai dû le rendre à la médiathèque départementale. J'ai lu les dernières pages vite fait pour savoir, pour connaître l'histoire. Bon, ça apporte, enfin voilà, c'est différent du Disney évidemment. Mais il faudrait que je le lise en entier. Après, ça m'a pas spoilé. Voilà, l'histoire principale, on la connaît, mais bon, voilà. Mais il faudrait, voilà, c'est des livres, La Belle et la Bête et Peter Pan. J'aimerais vraiment lire, même Alice au Pays des Merveilles, j'aimerais vraiment lire l'histoire d'origine. Donc, bref, pour en revenir à Cotard, donc on va suivre Fer. Donc, on est dans un monde de fantasy. Elle vit avec son père et ses deux sœurs. Jusqu'ici, on est toujours dans La Belle et la Bête qui avaient autrefois de l'argent et qui ont perdu tout leur argent. Son père a perdu des navires, donc il a perdu toute sa marchandise. Les créanciers sont venus, ils leur ont tout pris. Ils ont même brisé les jambes de son père, ce qui fait il boite tout le temps. Son père, il est complètement à l'ouest, hein. Il a été blessé, il a perdu sa femme, il est incapable de subvenir à leurs besoins. Ses sœurs, bah, il y en a une qui est trop jeune, l'autre, elle est un peu. Elles sont décrites toutes les trois comme jolies, hein, mais la première, très sévère, un peu austère, ouais, ouais, et puis elle s'entend pas du tout avec sa sœur Fer, quoi, donc c'est voilà, c'est un peu compliqué. Par contre, Fer, donc c'est elle qui subvient aux besoins de la famille en allant chasser. Jusqu'au jour où vous avez certainement entendu l'histoire où elle tue un faé sous forme de loup. Alors, il a été souvent, j'ai lu que, enfin, non, j'ai entendu ou lu que elle l'a pas fait exprès. J'ai un doute parce qu'il faut savoir que il y a eu une guerre entre les fées et les humains, puisque les humains étaient plus ou moins les esclaves des failles, pardon, pas des fées, des failles. Qui sont des créatures beaucoup moins sympathiques que les petites fées qu'on voit. Voilà, et il y a eu une guerre parce que les humains en avaient marre d'être leurs esclaves. Il y a des années de ça, ou des siècles, je ne sais plus. Et le royaume a été divisé en deux. D'ailleurs, on a une carte au début. Et le sud appartient. Voilà.
vous avez la carte ici, vous voyez, les mortels, ils sont là, hein. Une toute petite part de mortels qui est là. Tout le reste, c'est ouais, c'est le royaume des Faé. Voilà, donc la guerre s'est terminée comme ça. Les Faé ont laissé une partie de leur territoire aux humains pour qu'ils puissent vivre et ils se sont retirés. Mais ils ont vraiment très très mauvaise presse auprès des humains. Donc Fer, évidemment, bon, elle tue... ouais, donc elle tue, ce qu'elle n'est pas sûre d'être un Faé et évidemment, un autre Faé vient chercher son dû en disant: «Tu as tué, mon ami, tu viens avec moi, tu pour réparer cette erreur, une vie contre une autre vie» et donc il l'embarque avec lui, c'est Tamlin, hein, je crois ouais, Tamlin. Vous voyez, pour le coup, là, j'ai retenu les prénoms. Qui l'emmène dans son château, dans ses terres, mais en fait, il lui veut aucun mal, il l'invite à sa table, elle fait la connaissance d'un autre Faé là-bas aussi, des servants aussi qui servent là-bas, qui sont tous des Faés, hein, il y a pas d'autres humains et puis elle va se retrouver mêlée, à un complot, voilà, à des histoires un peu politiques, et des tensions entre les Faé, puisqu'il y a un roi de l'hiver, qui n'était pas vraiment pour, que les humains récupèrent leur liberté. On apprend aussi que pendant la guerre, il y a eu, autant il y a eu des créatures magiques qui ont tenu avec les humains, il y a eu aussi des humains qui ont tenu avec les faées. Donc c'est-à-dire que tous les faées ne sont pas à mettre dans le même, panier, quoi. Certains sont beaucoup plus, agréables, même s'ils sont impressionnants. Voilà, on est dans un univers assez magique. Bon, vous devinez qu'il y a forcément un début de romance qui va se mettre en place entre Fer et Tamlin. Alors c'est vrai que ça fait un peu bizarre je suis pas la seule à l'avoir dit ça, que, bah, elle les déteste cordialement, puisqu'ils ont réduit les humains en esclavage, ils ont tué des tas d'humains pendant la guerre parce qu'ils avaient des pouvoirs, donc ils étaient plus forts. Petit à petit, on la voit, bon, ça fait un petit peu bizarre. Qu'elle développe certaines relations avec l'autre faillé qui est là, bon, c'est un peu une relation amitié-haine, si vous voulez. Voilà, ils s'en envoient plein la tête, tout ça. Il n'y a pas de romance, hein, mais voilà, c'est assez rigolo. Après avec Tamlin, on se dit: «Bon» et puis, on va comprendre un peu plus la fin. Pourquoi, parce que Tamlin et les faées de sa cour, semblent cacher un secret. Alors évidemment, voilà, on est toujours dans au moins pour ce tome 1, dans une réécriture de La Belle et la Bête, donc vous vous doutez bien qu'il y a des choses, oui, parce que j'ai oublié de vous dire, le plus important, c'est que les faées de la cour de Tamlin portent tous un masque et ils ne peuvent pas l'enlever. Voilà, donc pourquoi? On le saura à la fin. Donc la fin est assez, on apprend pas mal de choses. Il va arriver quelque chose aussi à faire, d'assez, voilà, bon, d'assez extraordinaire. Donc c'est bien prenant. Je me demande si dans les autres tomes, il n'y aura pas, d'autres personnages mis en avant. Il y a d'ailleurs un autre, failli qui apparaît, je me suis dit: «Quel rôle il va jouer plus tard celui-là?» parce qu'il passe un pacte avec, Fer et puis en fait, je me suis fait spoiler un petit peu en écoutant, je sais plus quelle booktubeuse. Je dis: «Purée, mais zut, je suis en train de les lire, je me serais bien passée, quoi». Donc j'ai essayé de passer le passage, mais j'ai bon, bah, ouais, mais non, là j'ai bon, OK, d'accord. Bon, bah, c'est pas grave, ça m'empêchera pas de les lire. Mais voilà, donc c'est ouais, je vous le conseille parce que si vous aimez la fantaisie, hein, parce que si vous n'aimez pas la fantaisie, c'est pas la peine. Mais voilà, fantaisie, un petit peu de romance, oui, oui, la romance, oui, quand même. Oui, ouais, on peut classer ça en romantaisie, mais après il y a pas de scène spicy, il y en a peut-être une, je crois, je sais plus, enfin, oui, ça m'a pas marqué plus que ça. Voilà, donc c'est un bon moment de divertissement, c'est bien trouvé, c'est voilà, on est dans un autre royaume et moi une autre vie, un autre monde et moi ça j'adore parce que ça m'aide vraiment, à m'évader donc je lirai avec plaisir les suivants. Ensuite, pour ne pas en oublier, oh là là, toujours pour rester dans la fantaisie, donc là, c'est, l'autrice qui m'avait envoyé son roman «À la quête de l'être», un voyage initiatique donc c'est de Prudence Nazerolas, ou Rolas, je ne sais pas comment on dit. Sur le coup, j'ai eu peur parce que, en fait, on a discuté un petit peu et elle est psychologue et donc elle a écrit des livres de psychologie. Je me suis dit: psychologie, ça me tente pas trop» et elle me dit: «J'ai écrit un roman aussi». Fantastique, avec, des jeunes, de jeunes, avec des enfants quoi en fait, enfin de jeunes, très jeunes ados.
J'ai dit: «Ouais, ça me tenterait bien», après j'ai eu peur quand j'ai vu le titre, je me suis dit: «Oh là, est-ce que ça va être une quête?» Et en fait, pas du tout. J'ai vraiment été super agréablement surprise par ce roman. Il se lit très bien, la plume de l'auteur est vraiment très fluide et en fait, on va suivre 3 enfants, enfin 3 pré-ados, donc dans un monde d'heroic fantasy. On n'est pas du tout dans notre, univers, dans notre monde ou à notre époque, hein. Ça se passe dans un autre monde. Alors il y en a 2 qui vont se rencontrer à un moment, le 3e arrive, enfin, voilà, on va les suivre d'abord un par un. Il y a c'est Rémiche, je crois le tout premier. Lui a une vie plutôt protégée. Il vit avec, son père est châtelain. Il vit avec, sa mère, qui est enceinte, voilà, donc il est choyé, il a une super vie, il a une tante qui est vraiment super gentille avec lui, qui l'adore, et au fil du texte, voilà, il va lui arriver une série de malheurs, bon, qui voilà, qui peuvent arriver, voilà, donc on va le suivre donc on va le suivre lui. On va suivre, alors je sais plus, c'est, Tibios, c'est ça, que je dise pas de bêtises? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, j'ai pas de bêtises. Ah, je suis en train d'essayer de ne pas me tromper dans les prénoms. Tibios, ouais, c'est ça, c'est Tibios et Scylla. Alors Scylla, c'est une jeune fille qui est mise, en fait, son père l'a abandonnée. Elle est confiée à un couvent d'orphelins parce que Scylla, elle a le regard vide. Elle ne réagit à rien. Bon, elle mange, elle dort, elle boit, mais faut tout lui faire, quoi. C'est voilà. On va découvrir, en fait, pourquoi elle est comme ça plus tard, notamment au contact de Tibios, qui est un enfant qui va aussi, se retrouver dans le même, mais je sais plus comment ça se fait qu'ils se retrouvent dans le même orphelinat. Ah, comment ça se fait? Je ne sais plus, je ne sais plus, enfin bref. Tibios, lui, a un parcours un peu particulier. Tibios, son problème, alors lui, il vit dans une famille, pas très aisée, mais il est entouré de frères et sœurs, de parents très aimants aussi. Sauf qu'un jour, il se rend compte qu'il a aussi des pouvoirs et un peu à l'instar de Armanoum, le livre dont je viens de vous parler, c'est voilà, c'est pas bien vu non plus. Les pouvoirs sont une malédiction pour eux. Donc il est obligé de s'enfuir, voilà, et de fil en aiguille, il va rencontrer, Scylla. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment l'histoire de 3 préados, qui découvrent le monde, qui sont obligés de fuir, de faire face voilà, à ce que le monde a de plus dur, c'est-à-dire l'exil, la persécution, la mort, la maladie, l'abandon. Ils sont obligés, voilà, de faire face à tout ça. Voilà, alors que ce sont que des enfants dans un monde assez dur. Et puis, on va surtout, assister à une quête plutôt à la fin du livre, d'un des personnages. Mais c'est surtout un royaume de voilà, il y a beaucoup de magie, puisque, Scylla et Tibios, en fait, sont des enfants qui ont de la magie en eux. Donc on va surtout suivre ça. On va suivre aussi des complots, politiques, mais plus au niveau des adultes. Même s'ils ont un rôle d'arrière-plan, quelque part, c'est eux qui décident aussi de l'avenir du royaume. Voilà, on va avoir quelques batailles, complots politiques pour savoir qui prend le royaume parce que, le problème, c'est que je vous dis pas les choses dans l'ordre, en fait, c'est une horreur aujourd'hui. Le problème, c'est qu'à la base, les gens qui ont des pouvoirs magiques, sont très bien intégrés, très appréciés des gens parce qu'ils les aident. Alors, j'ai bien aimé comment elle a construit ça parce que chaque, personnage a chaque magicien a sa particularité. Par exemple, il y en a qui savent faire pousser des plantes, donc c'est très important pour les agriculteurs. Voilà, il y en a qui, je sais pas, qui contrôlent le temps, donc on a besoin de la pluie, on a besoin du soleil et sans ces gens-là, les humains ne s'en sortent pas, il y a pas de récolte et ils crèvent de faim. Voilà, le pitch, c'est ça. Sauf qu'on a un roi qui est en train de péter un câble, mais quelque chose de bien et qui a un peu l'impression que les magiciens vont se retourner contre lui et le tuer. On ne sait pas pourquoi. Bien sûr, il est aidé, dans cette paranoïa par quelqu'un qui va vouloir se rapprocher de lui et du pouvoir. Il va mettre de côté, ses plus proches conseillers, ses plus fidèles conseillers.
et il va décréter que tous les magiciens dans son royaume doivent mourir. D'où le fait que Tibios doit quitter sa famille puisqu'il est dans le mauvais royaume, et doit s'enfuir pour ne pas être tué à son tour. Donc du coup, ça fait s'effondrer ce royaume puisque les humains, voilà, ce royaume reposait sur les magiciens qui aidaient les humains, notamment, voilà, dans les cultures, c'est le truc qui m'a le plus marqué puisque effectivement, il faut quand même manger et boire, c'est le plus important. Donc voilà, donc j'ai bien aimé la façon donc chaque, voilà, alors un tel a tel pouvoir, enfin voilà, ils sont classés par catégorie en fait. Ils ont tel et tel pouvoir, ils vont dans une école de oui c'est ça, ils vont dans une école de magie. Voir aussi que dans le royaume, bah, où le roi est complètement fou, il commence à y avoir des complots parce qu'on ne peut pas le laisser sur le trône, voilà. En même temps, c'est pas non plus la joie dans le royaume où se trouve l'école de magie. Donc c'est un monde qui est super bien construit avec des personnages très attachants qui ont des parcours, oui, des parcours initiatiques, quand même très durs, mais en même temps qui restent des enfants et qui restent bienveillants dans leur comportement. Et voilà, c'est oui, c'est vrai qu'à voir la couverture et le titre, on a l'impression d'être dans un livre de développement personnel. Ah, Le Retour de la mouche, il y a longtemps que j'en avais pas eu une. Voilà, on a l'impression d'être dans un livre de développement personnel, c'est pas ça du tout. On est vraiment dans un monde d'heroic fantasy avec des personnages, jeunes. Alors, young adulte, il y a quand même des scènes un peu dures, hein, donc voilà, je mettrai pas non plus ça entre des mains de trop jeunes, ados. Donc voilà, c'est vraiment ça a été une très belle surprise, des personnages vraiment super, une construction de monde, très bien faite. Enfin vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé la plume de l'auteur aussi, donc ça a vraiment été une très, très bonne surprise. Heu, je voudrais quand même m'avancer un petit peu, sur mes points lecture parce que j'en ai fait combien là déjà? Je vais vous parler de ce dernier, puisqu'on va encore parler de sorcellerie. Ce sera le dernier, après je ne vous embête plus. C'est La Source Bleue de Bruno Carpentier. Alors, c'est aux éditions Melmac, je ne connaissais pas. Bruno Carpentier, j'avais déjà lu un de ses romans, donc ça se passe toujours dans le sud de la France. Et ici, en fait, ce que j'ai adoré, alors c'est du roman policier. Alors je vous ai dit que justement, en ce moment, j'avais du mal avec les romans policiers parce que j'étais plutôt dans un mood fantastique. Et en fait, dedans, il va y avoir, on va parler de celtes et de sorcellerie moderne. Donc du coup, évidemment, ça m'a énormément plu. Donc en fait, vous avez ces trois tropes, quoi. Vous avez la sorcellerie, vous avez l'histoire celte et vous avez l'enquête policière. Donc c'était vraiment super. En fait, un corps mutilé va être retrouvé. On va envoyer enfin, la commandante Anna Boyer, qui cache bien des choses, qui voilà, on la voit sur la couverture, elle a l'air très austère, très renfermée. On va comprendre pourquoi. On se doute un petit peu de ce qui lui est arrivé, vu son comportement au début, parce qu'elle est un petit peu sur la sellette, parce qu'elle a un comportement, alors elle fait très froide, très austère, mais alors par contre, quand elle part en vrille, elle part en vrille, hein. On comprend pourquoi après. Et elle est assistée du lieutenant Noureddin Zidane. Fallait le trouver, voilà. Donc le mec, il en a marre d'ailleurs, parce que quand il a commencé à faire carrière dans la police, on l'appelait coup de boule. Voilà, donc bon, mais ça, c'était au début. Donc ils vont se retrouver tous les 2 sur cette affaire puisqu'on a retrouvé le corps mutilé, d'une femme et en creusant, voilà, en creusant, en fait, où il la trouve, doit se construire, je des bâtiments, des appartements, tout ça, enfin bon, il y a quelqu'un qui a racheté les terrains. Malheureusement pour lui, on trouve des vestiges celtes. Du coup, tout ça a un rapport évidemment. On va parler, de l'histoire celte. Alors c'est super passionnant parce que moi c'est une histoire que je connais peu, l'histoire des Celtes, et c'est quelque chose, bon, c'est vrai que c'est un peu à la mode, hein, les Celtes, les Vikings, c'est pas du tout la même époque, hein, attention, faut pas mélanger. Voilà, c'est un peu les Anglo-Saxons, tout ça, c'est des choses dont on parle beaucoup en ce moment, qu'on voit en série et tout. Mais justement, j'ai trouvé ça très intéressant, et le problème des Celtes, c'est qu'ils avaient une culture orale, donc on a peu de traces de leur histoire. Et les premières traces qu'on peut avoir de leur histoire, alors c'est les Romains qui les ont envahis, puisque par exemple les Gaulois sont des descendants des Celtes.
Donc le point de vue des Romains sur les Gaulois, il est pas, en gros, c'est des barbares, quoi. Donc voilà, on a un peu le même problème avec, les Vikings, hein. Les premiers à les avoir, rencontrés sont des chrétiens, donc ils ont pas une vision des Vikings non plus très objective. Donc voilà, pour en revenir aux Celtes, donc c'est un petit peu, ils interrogent d'ailleurs des spécialistes de la culture et de l'histoire celte, donc c'est super intéressant. On voit que l'auteur s'est documenté, voilà, moi j'avais vu, il y a pas plus j'avais regardé ou écouté il y a pas longtemps justement un truc sur l'histoire celte, parce qu'en fait ils font partie des peuples indo-européens, c'est-à-dire ils sont partis d'Inde et ils ont essaimé dans toute l'Europe, hein, donc c'est vraiment un peuple immense et puis après chacun a pris ses particularités. En plus, je suis allée au Royaume-Uni, cet été et notamment au Pays de Galles et les Gallois sont des descendants aussi, des Celtes. D'ailleurs, j'ai découvert d'ailleurs qu'il y avait, 2 associations, celtiques, panceltiques, voilà, qui veulent remettre à l'honneur la culture, celte et alors sans récupération, malsaine parce que malheureusement ça arrive aussi, mais sans récupération martiale, notamment la langue celtique, puisque l'irlandais, le gallois, l'écossais et le breton sont, des dérivés sont des langues celtiques à la base. D'ailleurs, quand vous allez au Pays de Galles, c'est une horreur parce que déjà, moi, on n'est pas très bon en anglais, mais on arrive à se dépatouiller. Alors, vous regardez les panneaux, c'est bien, mais alors, dans le nord du Pays de Galles, c'est beaucoup plus marqué que. Ils sont plus proches, je pense, de leurs origines que le sud du Pays de Galles. Mais là, tout est noté, un peu comme en Bretagne, vous avez noté en anglais et en gallois. Sauf que souvent, ils mettent le nom gallois en premier, ou alors ils le mettent en plus gros ou en couleur. Ce qui fait que la première chose que vous voyez, c'est le nom en gallois. Alors, vous comprenez que dalle, parce que faut savoir que, ils sont très fâchés avec les voyelles. Alors nous qui mettons des E et des A partout, je vous dis pas le bazar pour s'y retrouver. Et après, vous lisez seulement le nom en anglais, donc vous faites 2 fois la recherche intellectuelle. Donc c'est pas, enfin voilà, c'est quand vous n'êtes pas super mouse costaud en anglais, c'est pas évident. Mais donc voilà, c'était la petite parenthèse sur les Celtes et voilà, j'ai trouvé ça super intéressant d'en apprendre davantage sur les Celtes. Ça va être relié aussi à la sorcellerie, mais la sorcellerie moderne, hein, dont on en parle beaucoup maintenant. Je veux dire, c'est quelque chose qui est assez, voilà, plus démocratisé, dont on parle plus facilement, hein. On n'en est plus trop, même s'il y a encore des malades, qui pensent que les sorcières peuvent lancer des malédictions ou s'envoler sur leur balai, ont des nez crochus et des chats noirs, avec elles, ce qui peut arriver aussi, qu'elles aient des chats noirs, hein, pas des nez crochus, mais bon. Mais voilà, c'était intéressant j'ai beaucoup du coup, j'ai adoré ce mélange en fait, voilà, d'histoire celte, de sorcellerie moderne et d'enquête policière. Donc bonne petite pépite. Alors apparemment, ce serait peut-être un personnage récurrent, c'est, Anna Boyer, donc je pense que je vais suivre ça de près. En tout cas, si vous aimez les histoires policières assez alors, c'est des corps mutilés, hein, qu'on retrouve, hein, donc c'est pas non plus la joie, hein, ça reste du policier, du thriller quand même, voilà, enquête avec policier, mais avec, quand même des scènes assez dures et si vous aimez, voilà, en plus, avec un petit côté ésotérique, histoire celte, qui est très entouré de mystères, je vous le conseille. Franchement, c'est une bonne lecture, ça se lit très bien. Alors j'aime bien parce que, voilà, vous avez les pages de garde qui sont en noir. Ça donne une impression, puis en fait, à chaque chapitre, vous avez, voilà, vous avez des symboles et à la fin, c'est noté à quoi bon là, c'est la croix celte, donc ça va. Mais il y en a, je me dis: «Mais qu'est-ce que» là, c'est un symbole assez connu en sorcellerie qui s'appelle le Triquetra. Alors, pour ceux qui ont regardé Charmed comme moi, vous avez reconnu le symbole. On voit ce symbole dans la série Charmed, la première saison, hein. La première série, pardon. Et en fait, c'est un symbole qui existe en sorcellerie, ça s'appelle la Triquetra. C'est voilà, c'est le symbole 3 avec tout ce que le 3 peut symboliser, l'équilibre, les voilà, je sais plus quoi, enfin bref. Après, vous avez par exemple celui-ci, je ne connaissais pas du tout. Enfin voilà, vous avez des symboles à chaque fois. Bah, quelque chose qui rappelle en fait, qui rappelle, qu'il y a une correspondance avec ce qui va se passer dans le chapitre. Ça m'a fait rire parce qu'on voit une balance et on voit un caducée en plus. Voilà. Et j'ai trouvé ça super bien fait. Je trouvais que c'était vraiment. J'ai la pochette qui se sauve. Je trouvais que c'était super bien fait. J'aime bien quand les gens rajoutent, voilà, les éditeurs font l'effort de rajouter,
Voilà, vous avez, un peu ça ressemble un peu à l'arbre de vie. Je sais plus si c'est bien ça, hein, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais je trouve ça bien quand, voilà, quand ils font, il y a ce petit effort qui est fait de effectivement de dire, bah, voilà, de rajouter un petit quelque chose en début de chapitre et bah, ça donne, une plus-value, je trouve, au livre. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que j'ai encore fait une vidéo super longue, mais en fait, j'ai tellement de lectures, en retard dont je dois vous parler que du coup, je blablabla. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si, il y a des livres qui vous tentent dans ceux que je vous ai présentés, s'il y en a que vous connaissez, peut-être Camilla Greb, hein, parce que ça fait quand même un moment qu'elle écrit, Un palais ouais, un palais, je veux toujours dire un royaume, c'est terrible. Peut-être que vous l'avez lu, aussi. Donc, n'hésitez pas, à me dire, voilà, en commentaire, parce que moi je suis toujours sur, comment, pas retrouver le titre, c'est horrible. House of the Dragon. Voilà, au niveau série, bien sûr, bah, bon, voilà, il y a pas très longtemps, puis comme voilà, je regarde moins la télé en ce moment, c'est vrai que, la télé ou la tablette, c'est vrai que du coup, je vais un petit peu moins vite. Il fallait quand même, comme c'est pas à moi, il va quand même falloir que je le rende. J'avais complètement zappé, «Ah, c'est pas à moi, faut que je le regarde, faut que je le rende». Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, voilà, où vous en êtes vous de vos lectures, me dire, si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous tentent, voilà, si, dans quel mood vous êtes, vous, quel genre de littérature vous lisez en ce moment, si, vous êtes, bah, tout genre de littérature ou si vous avez plus envie de policier, thriller ou fantastique, voilà. N'hésitez pas, voilà, je vous attends en commentaire avec plaisir. Je vais vous laisser ici. Je vous laisse, je vous souhaite comme d'habitude, pardon, de belles aventures livresques et je vous dis à très bientôt. Bye bye.